messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Congo Best Télévision et vous regardez votre émission ActuBase. Tous les plaisirs et pour nous de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui refait pour vous l'actualité à travers les commentaires, les analyses, mais aussi les différentes interprétations des experts en la matière. On va aujourd'hui revenir sur deux principaux sujets. D'abord, les brefs séjours de Moïse Katumbi à Kinshasa. Moïse Katumbi qui a passé 48 heures ici à Kinshasa, lui, qui avait annoncé des grandes mesures, des consultations au niveau de sa famille politique afin plutôt de définir la position de son parti en rapport avec les différents événements politiques qui se sont déroulés au niveau de l'Union sacrée, même au niveau du pays. On va aussi revenir sur la rencontre entre les cardinals Fridolin Ambongo et le président Sassou Nguesso. C'était au niveau des Brazzaville. Qu'est-ce qui a été au menu de ces échanges? On parle, selon des esprits avertis, d'une possible table ronde. On va essayer donc de décortiquer cette question. L'actualité, c'est aussi la grève continue des enseignants en dépit de la décision du ministère de l'EPST, mais aussi celui de la fonction publique en collaboration avec la délégation syndicale des enseignants. Ce matin, les enseignants ont refusé de reprendre les chemins de l'école. Conséquence, les enfants n'ont pas étudié. On va essayer de revenir sur cette question pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans ces secteurs primordiaux de la société. Sur ces plateaux, je reçois Monsieur William Ikolo qui nous revient pour plutôt analyser de nouveau l'actualité. Il est expert en communication politique et il y a des questions liées bien évidemment à son secteur. Il va essayer de nous gratifier avec des très bonnes analyses. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous-même? Très bien. Alors, toujours très bien habillé, toujours élégant, toujours propre. C'est quoi les secrets? Est-ce que c'est le fait d'avoir résidé en Belgique ou c'est... Non, absolument pas. Non, ça c'est votre appréciation. En ce qui me concerne, je pense tout simplement que la moindre des choses, c'est par respect pour nos nombreux internautes et téléspectateurs, c'est d'essayer de paraître au mieux de mon apparence, même si la nature ne m'a pas forcément gâté. Et puis je dois aussi venir me hisser à votre niveau, Monsieur Itoma. Merci beaucoup. Alors, on va parler de l'actualité. La semaine passée, au niveau des Kisantu, les ministères de l'EPST, les ministères de la fonction publique, les différentes délégations des enseignants ont négocié avec les gouvernements à travers ces deux ministères. Et à la fin de ces négociations, on a levé l'option de suspendre la grève. Mais bizarrement, ce matin, les élèves qui se sont présentés à l'école n'ont pas trouvé des enseignants. Alors, finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans ces secteurs? Depuis qu'on a décrété la gratuité, rien ne semble marcher dans ces secteurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah merci en tout cas pour cette actualité, de pouvoir la commenter. C'est quelque chose qui m'attriste profondément. C'est très triste en fait. Je pense qu'il est temps que nous puissions trouver une porte de sortie par rapport à ces grèves, par rapport à ces mésententes, de pouvoir discuter. Nous sommes une nation, nous sommes une famille. Et une famille doit pouvoir discuter, une famille doit pouvoir échanger sur les différents points de vue. Et comme je le disais déjà précédemment, vous savez, notre pays, comme tous les pays du monde, a un moteur qui s'appelle l'éducation. Quand vous ouvrez le moteur le capot de votre voiture, vous y trouvez un moteur. Le moteur d'une nation, c'est son éducation, c'est la qualité de son éducation. Et donc, la condamner ainsi comme l'a fait, on le fait actuellement, ce sont des moments que nous risquons de payer très très cher. Parce que vous savez, les enfants, ils vont à l'école ou n'y vont pas pendant un certain temps. Ils sont comme ces personnes qui sont sur des starting blocks, qui doivent se lancer pour courir. Et quand le départ sont sifflés, annoncés comme des faux départs, à un moment donné, ils perdent leur motivation. Nous savons tous combien l'année 2020 a été difficile, avec notamment le Covid. Et ici, Dieu merci, cette séquence est derrière nous. Et pour des questions, je dirais, pratiques de salaire et autres, d'organisation, que je ne minimise pas du tout, devoir ainsi sacrifier notre éducation, sacrifier une année scolaire pour les enfants, je trouve que c'est vraiment dommage. Les enseignants sont ceux qui sont le plus proches de nos enfants. Ils passent avec eux la majeure partie de leur temps. Et donc, ils sont les mieux placés pour comprendre que, quoi qu'il en coûte, mettons-nous déjà aux affaires, reprenons le travail et
toutes les difficultés seront résolues en discussion avec les personnes compétentes, notamment le ministre. Il faut rappeler ici que depuis pratiquement 2 ans, le secteur éducatif a connu un peu quelques secousses. D'abord, tout est parti avec la Covid-19. Les écoles ont été obligées de fermer. On revient, il y a la gratuité qui pose problème. Les enseignants, les gouvernements qui ne s'entendent toujours pas. Est-ce que nous ne sommes pas là en train de donner raison à tous ces gens qui prédisaient déjà que la gratuité ou la mise en œuvre ou la mise en pratique de la gratuité, c'était quelque chose qui n'a pas été préparé. Le chef de l'État l'a décrété comme ça sans toutefois se référer ou analyser profondément la question. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne le partage pas entièrement parce que je ne sais pas dans quelle mesure. Parce qu'il fallait mobiliser jusqu'à 2 milliards. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure ça a été préparé. Quoi qu'il en soit, disons-nous bien que la gratuité n'est pas une mesure qui aurait pu s'accomplir d'un coup d'un seul. Il faudra un certain temps pour faire les réglages, notamment budgétaires, et les excellentes recettes que nous enregistrons pour l'instant au niveau des recettes vont certainement pouvoir aider à cette gratuité. Mais je pense surtout que actuellement il y a plutôt des extrémistes, on va dire des personnes qui sont jusqu'au boutiste et qui veulent absolument démontrer que la gratuité ne fonctionne pas ou qu'elle ne fonctionnera pas. Je pense qu'on a plutôt affaire à ce type de personnes qui se sont radicalisées et pour lesquelles c'est devenu une question, sinon d'honneur, en tout cas de politique, qui sont instrumentalisées par tel et tel, et qui on en oublie l'intérêt supérieur de la nation. Si on revenait sur l'intérêt supérieur de la nation, chacun saurait quoi faire. Il y aurait absolument aucune raison. Vous savez, combien pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui au Congo des secteurs où les gens sont pleinement satisfaits? Est-ce que vous pensez que les médecins, parce qu'ils vont travailler, les infirmiers, sont pleinement satisfaits de leur statut et de leur salaire? Est-ce que vous pensez que parce que les agents de propreté qui assurent notre propreté dans la ville sont pleinement satisfaits qu'ils travaillent? Chacun essaye de travailler comme il peut, avec les moyens qui existent pour l'instant, et les professeurs doivent aussi, comme nous autres, nous le faisons, mettre la main à la pâte et puis participer au sacrifice national. Enseignants de participer au sacrifice national pendant qu'au niveau des institutions, personne ne veut voir son salaire revenir à la baisse. Les députés sont là, ils ont été gratifiés des véhicules, ils ont des salaires au-delà de 8 000, 10 000 $. Au niveau de la présidence, Vital Kamerhe nous l'avait dit qu'il avait triplé les salaires des conseillers. Pratiquement dans toutes les institutions, les gens sont très bien rémunérés, mais comment vous allez demander aux enseignants qui sont déjà très mal payés de participer encore au sacrifice? Non, en fait, en réalité, personne ne demande à ce que le salaire des enseignants soit revu à la baisse. Personne ne demande cela. Il y a une prime qui a été prévue. 40 000 francs. Oui, c'est vrai, 40 000 francs. C'est rien du tout. Oui. 20 $. Mais en fait, il faut lire la situation dans sa globalité. Vous donnez aux enseignants 40 000 francs alors qu'à la présidence, les salaires des conseillers ont triplé. Quelqu'un qui était à 5 000 va aller, par exemple, à 15 000. Non, mais... Alors que l'enseignant qui a, je ne sais pas moi, 80 000 francs... Non, tout cela n'est pas... D'abord, tout cela n'est pas démontré. Vital Kamerhe nous l'avait dit ici, lors du procès. Oui, mais ça n'est pas démontré, je vous l'assure. Ça n'est pas démontré, mais là-dessus, je pense que en tant que journaliste d'investigation, faites votre travail et puis allez-y vous renseigner. Un directeur de cabinet se prononce, c'est pas quand même n'importe qui. Oui, pourtant, la réalité, vous savez, il y a la visée et puis il y a la réalité. C'est peut-être ce qu'il visait, mais dans la réalité, je pense que ça n'est pas démontré. Évidemment, je ne vais pas me prononcer outre mesure. Je sais le peu d'informations qui me reviennent, c'est que ça n'est pas le cas. Maintenant, si le contraire m'était rapporté ici, je m'inclinerais sans aucune autre forme de procès. Quoi qu'il en soit, personne ne demande à ce que le salaire des enseignants soit revu à la baisse. Ou non, mais songez que les enseignants eux-mêmes ont des enfants. Songez que ces mêmes enseignants peuvent aussi profiter de la gratuité. Ça ne veut pas dire que parce que l'on est enseignant, on n'a pas d'enfants à inscrire dans des écoles. Ces mêmes enseignants peuvent récupérer un peu de pouvoir d'achat du fait de ne pas avoir à payer de Minerval pour ces enfants-là. Donc,
c'est une vision globale. Nous devons voir les choses de façon globale et surtout ne pas se braquer, se radicaliser comme l'on fait, parce que nous devons y répondre un jour ou l'autre de l'histoire. Nous devons y répondre. Nous devons absolument comprendre une chose. Nous ne reviendrons pas sur la gratuité. Vous n'allez pas revenir. Non, quand je dis nous, j'en parle ici en tant que Congolais. Je pense que c'est un acquis social qui est consacré et que les familles ont adopté librement et totalement. La République démocratique du Congo ne reviendra plus sur la gratuité de l'enseignement. C'est une marche, nous allons aller de l'avant et c'est à chacun de prendre ce train en marche. Ça ne sert à rien de se radicaliser. Et ceux qui sont sûrs de ne pas pouvoir marcher dans ces conditions-là, malgré les promesses à venir, aujourd'hui, vous savez, la flexibilité du travail nous permet de sauter de branche en branche. Il serait bon pour eux d'envisager autre chose que de paralyser la nation. La question que je me pose, c'est l'enseignement qui est gratuit ou c'est l'enseignant qui doit enseigner gratuitement? L'enseignant n'a jamais et n'enseignera jamais gratuitement dans ce pays. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais, car tout travail mérite salaire. Ce sont des fonctionnaires ce sont des agents de la fonction publique. Très bien. À ce titre, ils sont. Très bien. On va parler politique, mais dernière question en rapport avec l'enseignement. À ce jour, qu'est-ce que les présidents de la République, les premiers ministres, bref, l'ensemble du gouvernement doivent faire pour pallier à cette situation qui se passe au niveau de l'enseignement? Parce qu'il faut aujourd'hui signaler que ça fait 2 mois depuis la rentrée scolaire, mais les élèves n'ont pratiquement pas étudié. Comment aujourd'hui on va se rattraper? Comment les élèves vont se rattraper avec ces retards qu'ils ont accumulés? Merci. Nous n'allons pas réinventer la roue. Dans tous les pays du monde, quand il y a comme ça des insatisfactions, notamment au niveau de l'enseignement ou des hôpitaux, tous les secteurs de santé, il y a ce qui s'appelle des syndicalistes, des personnes qui sont habilitées à recevoir les doléances de leurs confrères, de manière à ce que le travail puisse continuer à se faire tout en ouvrant des voies de discussion qui permettront au secteur de pouvoir ajuster leurs prétentions. On venait de les faire, ça n'a pas tenu. Oui, mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à discuter. Les syndicalistes ont accepté qu'on puisse suspendre la grève, mais les enseignants qui ont délégué ces syndicalistes ont refusé d'y accéder à la demande du gouvernement. Mais là-dessus, vous voyez que c'est vraiment un problème, comme je le disais, de radicalisation. Il y a des gens qui se sont radicalisés et qui n'écoutent même plus leurs syndicalistes. Et donc, ça pose quand même question. Ça pose question parce que les syndicalistes représentent les travailleurs, et donc dès lors que leurs voix, leurs recommandations ne sont plus entendues, ça pose quand même question sur le secteur. Et ça cache, à mon avis, bien plus que cette histoire de primes et de salaire. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le ministre lui-même? Parce qu'on lui reproche plusieurs griefs, notamment l'orgueil, les manques de respect. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi lui-même les ministres? Parce qu'il ne semble pas être en odeur de sainteté avec les enseignants. Bon, vous savez, ce ne sont pas les enseignants qui ont nommé le ministre. Hein. Donc, le ministre fait partie d'une équipe gouvernementale. Il a à sa tête un premier ministre qui peut juger de son travail. Très bien. Et si celui-ci lui réaffirme sa confiance, le ministre peut continuer à travailler. Très bien. On va parler politique cette fois-ci. Moïse Katumbi, l'un des partenaires du président de la République, l'une des figures phares de l'Union sacrée, venait de passer 48 heures à Kinshasa. En quittant Lubumbashi pour atterrir ici, Moïse Katumbi avait annoncé des grandes mesures. D'abord des consultations qui devraient aboutir à des mesures fortes. Je ne sais pas moi, malheureusement ou heureusement, Moïse Katumbi rentre sans faire la moindre déclaration. Seulement son porte-parole, Olivier Kamita, qui va nous annoncer que Moïse Katumbi poursuit ses consultations au niveau des provinces. Il doit rencontrer comme ça, je ne sais pas moi, les représentants de son parti politique au niveau de toutes les provinces. Puis il va dégager comme ça la position d'ensemble pour la République. Alors, est-ce que Moïse Katumbi, comme le disent certains observateurs, a encore loupé l'occasion de ces terres? Je ne dirais pas ça en ces termes, parce que je pense que la règle, c'est d'abord le respect. Et en tant que personnage politique, il est libre de consulter ceux qui lui ont donné un mandat.
et tous ceux qui se marchent derrière lui. En tout état de cause, ce que l'on peut en dire, c'est que nous sommes impatients. Je pense les sympathisants de Moïse Katumbi bien plus que moi ou d'autres personnes, sommes impatients de savoir exactement que veut Ensemble, que veut Moïse Katumbi et son parti. Il serait temps qu'ils se positionnent très clairement. Est-ce qu'ils sont encore de l'union de l'union sacrée ou pas? Ce serait bien pour eux de savoir exactement où ils sont. Et il serait bien aussi pour Ensemble de pouvoir se déterminer par rapport aux choix futurs. La question est là. Moi, je me doutais un peu que ce voyage accoucherait d'une souris. Mais encore une fois, ce sont les annonces. Les annonces ont été faites à grand fracas et on aurait pu s'attendre à de grandes mesures. Mais lesquelles? Qu'est-ce qui pouvait bien sortir Son retrait de l'union sacrée, notamment, c'était ça la grande mesure. C'est ce qu'on attendait. Bon. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement. Oui, ça n'a pas été fait et je me pose toujours la question, à quelle fin? Moïse Katumbi peut quitter l'union sacrée, mais je ne sais pas quel est son intérêt de devoir quitter l'union sacrée. Maintenant, les commandants, les généraux d'Ensemble vont pouvoir y réfléchir et voir exactement ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Pour ma part, je dirais pas qu'il a raté une occasion de se taire, mais qu'il rate sans doute l'occasion de rentrer dans cette grande marche révolutionnaire qui nous conduit vers un Congo nouveau, un Congo où il risque de rater la sortie la plus belle, qui est vraiment la prise en main de notre pays vers des horizons meilleurs. C'est un grand leader, comme je l'ai toujours dit. Il doit participer à cette grande marche révolutionnaire. S'il en sort, je crains que pour se relever, ce soit un peu plus difficile. Peut-être qu'il devrait davantage écouter des personnes comme nous, qui sommes indépendants et qui faisons une critique purement objective, plutôt que d'écouter simplement les personnes qui l'encensent dans tout ce qu'il dit. Très bien, je rappelle ici que vous êtes expert en communication politique. Alors ici, j'aimerais avoir votre analyse comme expert en la matière. Est-ce que le fait pour Moïse Katumbi d'annoncer comme ça, je vais venir à Kinshasa, des grandes mesures sont attendues, et puis à la fin, rien ne se passe. Sur le plan communicationnel, comment vous interprétez ça? Est-ce que ce sont que des simples menaces? Est-ce que c'est la pression que Katumbi cherche à exercer sur les présidents de la République? Comment vous abordez la question? Moi, j'aurais jamais conseillé de faire de la sorte. D'abord parce que quand on avance simplement le curseur du film un peu plus loin, on se rend compte que finalement, même la sortie de l'Union sacrée n'aurait pas été un désastre. C'est pas une sortie qui aurait vraiment causé l'hécatombe au sein de la nation. Voilà, c'est quelque chose qui ne méritait pas tant de médiatisation. Il a le droit, comme je le disais, de consulter sa base, mais ça, il peut le faire. Ce sont des discussions internes qui ne regardent pas encore le public. À mon sens, il aurait dû le faire de façon plus mesurée. Et la pression qu'ils entendaient peut-être mettre au président, c'est une pression qui s'est retournée contre eux et qui finalement leur est préjudiciable parce que on se demande, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et demain encore, si il annonçait quelques mesures que ce soit, vous voyez que ce sera sans impact. Non, mais il n'a pas changé de langage. Il dit poursuivre des consultations, puis à la fin... Oui, mais voilà, c'est quand même... Des grandes mesures vont tomber. Nous attendons patiemment ces mesures. Oui, mais vous voyez que là encore, c'est pas complètement construit parce que si on sait déjà quelles sont ces mesures, puisqu'on en a même déjà le qualificatif de grand, alors pourquoi ne pas les dire tout de suite? Si on connaît déjà les mesures qu'on va sortir, on sait déjà que ce seront de grandes révélations, à quoi bon aller consulter sa base? Est-ce que c'est juste pour l'apparat? Est-ce que c'est juste des mesures cosmétiques que l'on prend pour donner à ceux-ci l'impression qu'ils représentent quelque chose? Si on veut consulter des gens et que leur avis compte, on n'annonce pas à l'avance que ce qu'il en sortira sera quelque chose de tel et tel. Si par impossible, il n'en sort rien. Vous voyez que là encore, il se met dans des draps qui sont, à mon avis,
assez difficile et il aura du mal à s'extirper des nœuds qu'il a lui-même coulés sur ses pieds. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui retient encore Katumbi aujourd'hui dans l'Union sacrée? Parce qu'ici, il faut rappeler qu'un jour avant la promulgation de l'ordonnance qui investit Kadima et son équipe, Katumbi avait saisi le président de la République à travers une correspondance. Il lui a demandé de ne pas, je ne sais pas moi, entériner le travail qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, le président ne l'avait pas entendu. Fort heureusement. De cette oreille, bon. Katumbi nous parlera d'une ligne rouge qui a été déjà franchie. Mais pourquoi ce jour, l'homme s'accroche encore à l'union sacrée? Parce que décidément, rien ne profite à lui. Mais cette histoire de ligne rouge d'abord, c'est une ligne rouge, comme je le disais, nous sommes dans une solidarité gouvernementale, il fait partie d'une majorité, et donc au sein de la majorité, les choses peuvent se dire sans invective, sans commencer à donner sans menacer, sans dresser des deadlines. Donc là encore, je dirais, d'un point de vue strictement communicationnel, ce sont des fautes. Je ne sais pas qui le conseille là-dessus. Vous voyez, la communication, c'est pas forcément la politique. Et parfois, une idée peut être jugée bonne politiquement, mais d'un point de vue purement communicationnel, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Le président de la République est le chef de l'État. À ce titre, il mérite respect et révérence et déférence, je dirais. Et on ne peut pas, comme ça, dans les médias, l'invectiver, lui pratiquement lui donner des ordres sans conséquence. Et je pense que ici, ceux qui se permettent de le faire sur le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est peut-être s'y méprendre avec lui. Il a une façon de faire et il a démontré par le passé, lorsqu'il a décidé justement de faire tomber sa coalition avec le FCC, qu'il peut à tout moment changer de vitesse et prendre les gens à court. Et donc, ce sont des faits d'un passé récent que chacun devrait analyser quelquefois avant de prendre des positions. Parce que vous savez, sous ces allures très gentilles, très bonhomme, le président de la République reste quand même le commandant de la nation. Et il l'a souvent démontré qu'il sait prendre des grandes décisions. Et donc, je déconseillerais quand même à Moïse Katumbi ou comme à toute autre personne de s'en prendre au président de cette façon, parce que c'est lui qui tient le sifflet, au final. Très bien. Autre fait qui a entouré l'arrivée des Katumbi à Kinshasa, nous ne savons pas jusque-là si c'est d'une vraie ou fausse information. Olivier Kamitatou, porte-parole et directeur des cabinets de Moïse Katumbi, a déclaré que la DGM lui aurait ravi son passeport. Alors, après avoir fouillé, nous allons apprendre que Kamitatou continue jusqu'à ce jour de détenir un passeport diplomatique alors qu'il n'en a pas les droits. Est-ce que vous avez d'autres informations supplémentaires en rapport avec ce qui s'est passé? Bon, j'ai lu, vous avez vu que les réseaux sociaux en ont fait la part belle de cette histoire de confiscation du passeport. J'ai trouvé ça étrange. Je pensais aux fake news. Et en réalité, quand j'ai compris que ça n'était pas un fake news, c'est une information qui m'a dérangé. C'est une information qui m'a vraiment posé question parce que, vous savez, Monsieur Kamitatou n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été responsable de plus haut cénacle ici dans ce pays. Donc c'est quand même pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a géré ce pays au plus haut niveau. Et donc, lorsque une personne de sa pointure sort de tels propos, ça ne peut que poser question. Ça ne peut qu'interroger très sérieusement. Pourquoi? Vous savez, un passeport diplomatique, je vais vous faire une confidence. Moi, j'en ai porté un. J'ai porté un passeport, j'ai été détenteur d'un passeport diplomatique, mais quand j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, je pense jusqu'à 23, 25 ans, j'ai eu un passeport diplomatique. Et le jour où je suis arrivé en âge de voyager tout seul, mon père, qui était alors chef de mission diplomatique, m'a remis mon passeport en main. Il m'a dit, mon fils, tu vas devoir voyager tout seul. Il faut que tu prennes soin de ce passeport parce que lis un peu la dernière page et dis-moi ce que tu en penses. Il était marqué sur mon passeport diplomatique, ce passeport est la propriété de l'État zaïrois à l'époque.
et j'en ai tiré toutes les conséquences et cela ne m'a plus jamais quitté. J'avais 15 ans à ce moment-là et j'ai compris qu'en fait, j'étais détenteur d'un passeport qui ne m'appartenait pas. Autrement dit, l'État congolais pouvait à tout moment reprendre un objet qui lui appartenait et dont je ne suis que le simple utilisateur. Je l'ai compris à 15 ans. Je suis sûr que dans les fonctions que M. Kamitotou a occupées, c'est quelque chose qu'il peut comprendre aisément. Aujourd'hui, si on lui retire son passeport diplomatique, ce qui devrait l'étonner, ça n'est pas que l'on lui retire, et on peut même pas parler de confiscation. On lui reprend son passeport parce qu'il a plus ni titre ni qualité pour les porter, ni mission d'ailleurs. Ce qui devrait davantage étonner, à mon sens, c'est qu'il continuait jusqu'ici avec la vie qu'on lui sait, avec ses engagements actuels, d'occuper, enfin, d'utiliser un passeport diplomatique. C'est davantage ça qui devrait l'étonner, et non pas que l'on lui retire. Que l'on lui retire, c'est tout à fait normal. Mais lui, il devait s'étonner. Ici à la dictature, on est revenu. Non, ça n'est pas de la dictature. Vous savez pourquoi je disais que ça pose question? Moi, je pense que quand j'ai appris ça, je me suis dit deux choses. Soit Monsieur Kamitotou est ignorant, et je n'irai pas jusque-là parce que c'est quelqu'un que je respecte profondément. Ou alors, il fait de la manipulation d'opinion. Dans les deux cas, je trouve que c'est vraiment regrettable, parce que dans le second cas, si c'est de la manipulation, alors il manipule qui? Il manipule sa base. Est-ce qu'il n'a pas un peu de respect pour sa base, pour les gens qui lui font confiance? Il manipule qui? Est-ce que son président, est-ce que son leader naturel, Moïse Katumbi, ne peut pas lui dire que c'est une faute grave? Est-ce que M. Moïse Katumbi se balade avec un passeport diplomatique? Au moment où on lui retire son passeport, moi, en tout cas, en tant que son chef, je lui dirais que c'est une erreur grave. Tu peux pas en faire du bruit. Tu n'avais plus à détenir ce passeport. C'est ainsi. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je n'ai pas de passeport diplomatique. Parce que je n'ai plus de raison d'en avoir un. Très bien. Tout simplement. Et pendant ces temps, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui est en pourparlers avec les présidents congolais Denis Sassou Nguesso. Alors, selon plusieurs observateurs, on est en train de baliser le chemin pour qu'on puisse convoquer une table ronde où visiblement la CENCO et les CC qui sont frustrés auront aussi cette fois-ci l'occasion d'insérer au niveau, je crois, du secrétariat exécutif de la CENI leurs membres. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vais vous donner la grille de lecture d'un expert en communication. Allez-y. D'accord? Ce que je vois ici, c'est davantage des personnes qui recherchaient ce que l'on appelle en latin un casus belli, c'est-à-dire un prétexte de guerre. Ils en ont trouvé un, infime, honteux d'ailleurs, parce que lorsque toutes ces personnes se mettent ensemble, dit-on, pour combattre la dictature de Félix la dictature, non, en réalité, c'est pas la dictature, parce que leurs simples faits et gestes dénoncent le contraire, dénoncent qu'en fait, ils ne sont pas sous la dictature. Hier encore, l'Église catholique avait à pleurer des morts. On a déculotté des prêtres dans ce pays. On a publié des images, on les a fouettés tels de vulgaires bandits. Aujourd'hui, qui peut encore dire que ces choses ont cours dans notre pays? Plus personne. Hier encore, des personnes comme Martin Fayoulou disaient droit dans les yeux à toutes les personnes qui l'écoutent que Monsieur Kabila était vraiment le diable au Congo et que le mal congolais tout entier était incarné par lui et par sa machine. Hier encore, ces personnes nous exprimaient, nous disaient qu'il était inimaginable, inconcevable de devoir marcher avec ceux qui ont été responsables de la mort de Rossi Mukendi, de Thérèse Lindo, de Floribert Chebeya. Aujourd'hui, tout ce que l'on voit ici, en tout cas moi en tant qu'expert en communication, si je devrais titrer toute cette séquence, je la titrerais « Le pouvoir à tout prix ». C'est-à-dire que pour le pouvoir, on est prêt à tout, on est prêt à se compromettre, on est prêt à avaler son chapeau et même sa soutane avec pour arriver au pouvoir. Et comme je l'ai déjà dit ici précédemment, le schéma est toujours le même. On a des personnes qui recherchent un prétexte de guerre pour d'abord faire entrer des personnes étrangères au processus électoral. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Denis Sassou Nguesso.
c'est un grand leader, c'est quelqu'un qui a une immense expérience sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer. Mais pardonnez-moi, toutefois, en dépit de cette considération pour Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, je pense que les affaires électorales doivent rester neutres. Je pense que les matières électorales doivent rester au sein de notre propre famille. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu Monsieur Denis Sassou Nguesso venir nous inviter à la table des discussions concernant les matières électorales. Chez lui, il n'a ni opposant, ni adversaire politique. La Senko, je ne sais pas si là-bas aussi, il y a la Senko, pratiquement personne n'essaye de tenir tête à lui. Donc, vous voyez, à plusieurs titres, je pense que le président, enfin, ceux qui sont allés voir le président congolais, ne sont pas dans des intérêts que je pourrais qualifier de père et de mère. Et pendant ces temps également, c'est Fayulu, Kabila, Katumbi, ensemble dans cette nouvelle synergie ou bloc patriotique, qui seront dans la rue le samedi 6 novembre pour combattre la dictature instaurée. Non, non, je pense qu'il faut respecter. Il faut respecter les Congolais, quels qu'ils soient. Même le cireur de chaussures a droit au respect. La marche contre la dictature, le bloc patriotique, c'est la marche de la honte. C'est la marche de la honte. Je ne sais même pas comment ces gens, quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? Vous voyez, c'est ça le problème. Je vous parlais ici de Monsieur Olivier Kamitatou. Quand il revient à la maison, parce que je suis sûr qu'il sait quelles sont les règles des passeports. Quand il revient chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il dit à son enfant? Ah, ne t'en fais pas, j'ai fait ça comme ça parce que c'est la politique. Au motif que la politique serait dynamique, aujourd'hui, certaines personnes veulent faire de la politique poubelle. Cette marche du 6, c'est une marche de la honte qui n'a aucune justification et qui consacre tout simplement le tribalisme dans notre pays. C'est-à-dire une marche, voilà, c'est une marche qui consacre le tribalisme. Parce que si ils avaient pu obtenir officiellement que l'on dise, d'accord, puisque M. Denis Kadima est de la même province que le président de la République, il ne peut pas conduire la CENI, alors toutes ces personnes n'auraient plus rien à redire. Moi, ce que je constate, c'est que il y a encore quelques années, M. Obama, président de la République, président des États-Unis, disait alors à ce moment-là que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Tout le monde a applaudi des deux mains en disant « excellent, c'est exactement ça ». Je dirais aujourd'hui que la CENI n'a pas besoin d'un président fort, mais la CENI a besoin qu'elle soit forte elle-même en tant qu'institution. Et toutes les institutions de notre pays ont juste besoin d'être fortes et non pas avoir des hommes forts à la tête de ces institutions. Très bien. Samedi 6 novembre, vous allez voir dans la rue Martin Fayulu, Chadari, Muzito, Mova, Minako. J'espère les voir les main dans la main. J'espère les voir main dans la main parce que vous voyez cette photo, quand elle sera prise, elle va faire tomber les masques. On saura vraiment qui est qui dans ce pays. Très bien. Et moi, je pense, et là-dessus, peut-être que je vais perdre je dirais, mon play. Normalement, je suis très fair play. Mais en ce qui concerne certaines personnes de ce pays, moi, je pense qu'elles ont perdu à tout jamais, au moins pour 20 ans, l'occasion ou le droit de devoir nous donner des leçons. Et j'aimerais voir aujourd'hui M. Fayulu tenant la main à M. Mova, tenant la main à toutes ces personnes qu'il a traitées hier encore de sorciers. Laissez Fayulu coaliser avec les FCC. L'UDPS en a... Mais c'est déjà fait, nous l'avons consacré. Laissez aussi Fayulu... Non, il faut pas comparer ce qui est incomparable. L'UDPS a été... À l'UDPS, on nous a dit, bêtez les FCC Maboko. C'est une coalition qui aux Non, mais en réalité, non, les choses sont plus simples que ça. L'UDPS a dû faire une coalition forcée avec le FCC, parce que simplement, il fallait marcher dans les textes constitutionnels. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre comme choix? Ils n'avaient pas d'autre choix. L'émission est terminée, alors en 10 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. Dernier message au public, peuple congolais. Merci encore de nous suivre. Vous êtes nombreux et nombreuses. Vous nous laissez de nombreux messages et cela nous plaît beaucoup. Ici, moi, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que la marche du 6, elle aura lieu et j'espère qu'elle aura bien lieu et que vous serez nombreux à regarder les images et à regarder vraiment ceux qui salissent l'image de notre pays, parce que faire une marche
finalement pour rien du tout. C'est quand même assez dommage. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour saluer la grandeur de monsieur, d'un leader d'opinion comme Jean-Pierre Bemba, qui en quelques mots a résumé toute la situation, a estimé que l'on pouvait aller aux élections et gagner, avec ou sans Kadima, gagner quand même les élections quand on a derrière soi un public qui vous aime. Très bien, l'émission est terminée. Un message d'un internaute, j'allais l'oublier. Il m'a demandé de vous poser la question de savoir si vous avez des liens de famille avec l'ancien directeur de la presse présidentielle, Abraham Lwakabwanga. Selon lui, vous avez des traits de ressemblance. Non, non, je n'ai pas, je ne suis pas de sa famille. Ah, okay. Nous appartenons à la seule famille qui est la famille Congo, mais pas plus que ça. Monsieur William Ikolo, merci de votre passage. Monsieur Itoma, merci. Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir.